Pourra notamment une thèse. Voilà, nous fait la gentillesse d'être ici à la demande de la Société des Amis d'Henri Pourra. Eh bien, voilà, je crois que je vais lui laisser la parole assez rapidement. Et puis vous pourrez emporter un livre comme ça où la conférence a été imprimée. Voilà. Je vous souhaite un bon moment et je suis sûre que vous allez passer un bon moment. Ah, mais si vous mettez la pression, je ne sais pas si je vais pouvoir résister. Hein. Merci de l'accueil en tout cas. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de conférence sur Pourra, alors j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. En plus, j'ai choisi un sujet un peu délicat et je constate qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans l'Assemblée, ce qui m'inquiète un petit peu. Mais si jamais certains propos peuvent vous choquer, je dis tout de suite que c'est le comte qui parle, ce n'est pas moi. Hein. Donc ça peut vous rassurer. Et quelques remarques liminaires d'abord pour situer le cadre général de cette vision des femmes dans le Trésor des comptes. Ensuite le corps de la conférence. Et puis à la fin, si vous avez été sage, je vous lirai quelques contes pour finir. Parce que si je commence à lire les contes, vous ne vous intéresserez pas à ce que j'ai à vous dire. Donc il vaut mieux le faire dans ce sens-là. En tout, ça devrait durer à peu près 1h30. Donc si vous voulez faire une petite sieste, vous savez qu'il faut se réveiller quand même au bout d'1h30. En fait, les contes font partie de ce qu'on appelle la littérature populaire. Et cette littérature populaire, elle n'est pas très facile à définir. Beaucoup de spécialistes s'en sont occupés, ils n'ont pas toujours tout à fait la même approche. Je pense que celle de Geneviève Bollem est la plus simple. Le plus communément, le dit-elle, on l'assimile aux contes, aux romans d'aventure ou de chevalerie, à une masse de légendes transmises de bouche à oreille, d'antiques traditions, contes de vieilles, de nourrices, masse considérable, imprécise, sortie de la nuit des temps, portée par des voix, chœurs de voix, et qui est sans nom, presque sans écriture. Voilà la conception générale que l'on s'en fait, et ça correspond parfaitement à ce que nous dit évidemment Pourra. Car Pourra, on pourrait dire qu'il a passé l'essentiel de sa vie à recueillir des contes et légendes. La distinction entre les deux n'étant pas toujours facile à faire d'ailleurs. Très nombreuses années, ça veut dire, selon Bernadette Bricou, 50 ans de collecte, 15 ans d'écriture. Donc vous voyez que c'est un travail très très long qu'il a entrepris et qu'il a poursuivi pendant des années. Et pourquoi faisait-il cela? Vous le savez sans doute, vous qui connaissez Pourra, c'est qu'il avait été malade, il n'avait pas pu continuer ses études, il était revenu à Ambert, et pour se désennuyer, bien, il faisait des promenades et il rencontrait un certain nombre de gens qui lui racontaient des histoires. Et c'est comme ça qu'il a emmagasiné toute une culture importante, parce qu'il considérait que la civilisation dans laquelle il se trouvait était en train de changer, de vieillir, et que s'il n'y avait personne pour récolter tout cela, ça serait perdu, peut-être même définitivement perdu. Donc il a parfaitement conscience de cette situation, qui l'inquiète d'ailleurs, et c'est surtout après la Première Guerre mondiale qu'il commence sa grande collecte. Et il disait à un de ses amis, Joseph des Aymard, dans une lettre de 1920, « Et dans 10 ans, 20 ans, il sera trop tard. Tous les jours, d'ailleurs, c'est trop tard. Or, c'est cela surtout, à mon sens, les chansons, contes, dictons, histoires, tout le trésor de la sagesse et de l'art paysan qu'il s'agirait de sauver. » Donc il s'agit de sauver toute une culture, et il considérait que ça devait être le travail de certain nombre d'académies, comme l'Académie des Lettres de Clermont-Ferrand, qu'il devait jouer ce rôle-là selon lui. Donc il a organisé son enquête progressivement à partir des années 1910, et il a interrogé tous les gens qui voulaient bien lui prêter leur oreille lors de ses promenades. Il s'agissait de bergères, beaucoup de bergères complaisantes qu'il rencontrait dans ses promenades, des vieillards à la mémoire encore solide, donc qui racontaient des histoires d'un vieux temps, et cette transmission orale va être complétée aussi, et c'est une des caractéristiques de Pourra, par une tradition écrite. C'est-à-dire que dans les contes de Pourra, vous avez l'oralité, mais vous avez aussi l'écriture, et ça a été l'objet de tout un débat.
il y a une information livresque dans les contes qui est très importante. Il s'est appuyé notamment sur ce qu'on appelle les cahiers d'expression, c'est-à-dire à peu près 30 000 termes et expressions divers qu'il a collectionnés pendant des années et qu'on retrouvera ensuite dans son œuvre. Donc, collecte personnelle, lecture, correspondance aussi avec un certain nombre d'écrivains ou d'auteurs différents. Et ce trésor des contes va susciter sans aucun doute l'admiration de nombreux lecteurs, mais aussi, ça a été un des grands débats, des réticences très vives de la part des spécialistes du folklore qui ne pardonnent pas à Pourra d'utiliser des moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire une vérité scientifique du conte, savoir quelle est la conteuse, à quelle date elle a raconté cette histoire, dans quel lieu on se trouvait, avec beaucoup de précision. Et Pourra n'est pas de cet avis, et il va répondre à l'un de ses principaux critiques de ce point de vue-là, Paul Delarue, qui disait à propos du trésor, « Les contes, tous arrangés littérairement, sont d'origine très diverses. Contes populaires recueillis par l'auteur et ses correspondants, contes populaires pris dans des recueils antérieurs, souvent en fondant ensemble des versions d'origine diverses, récits n'appartenant pas à la tradition orale, empruntés à des sources imprimées, almanachs, brochures de reportages, imagerie populaire, journaux, contes imaginés en marge de Perrault, version du Chaboté, de La Belle au Bois dormant, contes purement littéraires, chansons populaires mises en prose rythmée, sources non indiquées, sauf pour quelques contes notés en Auvergne. Recueil à n'utiliser qu'avec une extrême prudence par le comparatiste. » Donc, pour les scientifiques, vous voyez qu'il y a des réticences, parce que ce qu'est la démarche de Pourra, ça n'est pas d'abord une démarche scientifique, c'est une démarche d'écrivain. Et d'ailleurs, il ne s'est pas fait faute de répondre, notamment dans une note capitale du tome 5 du Trésor. Et je crois que c'est une note qui permet de bien comprendre la démarche de Pourra. Un conte, dit-il, s'il n'a non plus ni trait ni couleur, n'est plus conte, mais relevé de folklore. Et s'il prétend parler pour le génie populaire, c'est en le trahissant. Tout bien vu, en leur authenticité même, de tels documents sont mensonges. Un conte, c'est une boule sans marque, comme un œuf d'oiseau, comme une graine de fleur du pré. S'il est bon, il doit pouvoir rouler et venir n'importe où. Qu'a-t-on à faire d'indications de lieu, de temps, de conteuse? Une vérité de nature importerait plus encore qu'une authenticité de hasard. À telle version un peu détériorée, pourquoi ne pas rendre honnêtement tel ou tel trait venu de tels autres? Il n'est pas toujours possible d'avoir une version d'un bon conteur. Que faire de celles qui seront aplaties, lignifiées, tronquées? Les rejeter ou les donner telles quelles? Ni l'un ni l'autre. Tenter de leur rendre verdeur et vie. Ce que récite platement Jeanne Goutbel des Grangettes Hautes, pourquoi ne pas essayer de le raconter comme ferait, quand il est dans ses bonnes, Annette Desgeorges du Montalbat? Donc voilà la définition du travail de Pourra, le message qu'il veut nous délivrer, même si, malgré cette réplique teintée d'une certaine révolte, il a parfois indiqué effectivement des sources, je ne rentrerai pas dans le détail, mais cela existe aussi. En fait, Pourra est un écrivain et il veut faire du conte, livré par la tradition populaire, un objet littéraire. C'est ce que nous expliquait Dany Hadjadj, qui a beaucoup travaillé sur les contes, ou encore Daniel Fabre. À l'évidence, ces contes appartiennent à la littérature. Ou encore Bernadette Bricou, face à Arnold van Gennep, partisan d'une fidélité rigoureuse à la matière populaire, Pourra souligne les nécessités de l'adaptation. Donc voilà comment il va s'y prendre, et ce à quoi on peut s'attendre dès lors quand il s'agit de lire le Trésor des contes. Alors ce Trésor des contes, il est daté, c'est essentiellement des contes du 19e qu'il recueille. Et donc, quand on voit les discours tenus à propos des femmes, sur les femmes, par les femmes, de plus en plus nombreuses aujourd'hui, eh bien, qu'on le compare à ce qu'on a dans le Trésor, on peut être surpris, un peu choqué,
Pourra n'est pas un féministe du XXIe siècle, hein, sans aucun doute. Parce que le féminisme s'est beaucoup développé, fort heureusement, il a connu beaucoup de périodes. C'est un ensemble de mouvements, d'idées qui partagent un but commun, qui est de définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas l'objectif de Pourra. Pourra veut raconter ce qui se dit dans les fermes, dans les veillées, dans le monde qui est le sien et le monde d'avant-hier, et non pas le monde d'aujourd'hui. La première vague féministe s'est développée au milieu du XIXe siècle déjà, ou même, disent les spécialistes, déjà, comme dirait Vialat, depuis la plus haute antiquité, on a parlé de féminisme. Mais on en parlait peu, c'est surtout à partir du XIXe, une deuxième vague au milieu du XXe, dans les années 60, avec la naissance du MLF. Et c'est à cette époque qu'on va reformuler le concept de patriarcat, qu'on élabore, celui de sexisme, qu'on met l'accent sur la sphère privée étant considérée comme le lieu privilégié de la domination masculine. C'est les femmes qui savent, je ne sais pas si les hommes partagent cet avis, mais en tout cas, c'est la tendance dominante. Et c'est vrai que quand on regarde ensuite la troisième vague qui s'est surtout développée à partir des États-Unis, on a des thématiques sur la position de la femme et sur les histoires concernant les femmes qui sont totalement différentes de celles de Pourra. Donc n'attendez pas du Trésor des Comptes un discours moderniste. Hein, s'il y a parmi vous des lecteurs, sans aucun doute ils sont nombreux, du deuxième sexe, par exemple de Simone de Beauvoir, vous voyez que c'est une date qui a marqué dans cette histoire-là, ou s'il y a des lecteurs de Virginie Despentes, par exemple, c'est pas la même chose, hein, il suffit de lire les titres. Elle publie en 2000 Baise-moi, en 2022 son dernier bouquin, Cher connard, donc c'est pas du tout le vocabulaire de Pourra. Donc, sans aucun doute, le féminisme a fait beaucoup de progrès. Mais en même temps, quoi qu'il en soit, il serait imprudent d'être trop optimiste, car à l'époque où se développe ce féminisme, se développent aussi les féminicides. Vous entendez parler régulièrement dans les faits divers d'un certain nombre de choses, de meurtres. C'est ça le féminicide, de meurtre d'une femme ou d'une jeune fille uniquement en raison de son appartenance au sexe féminin. Selon le décompte du gouvernement, donc c'est parole d'évangile si je puis dire, en 2022, ce sont au total 122 femmes qui ont été tuées par des conjoints ou ex-conjoints, contre 102 l'année précédente, c'est-à-dire plus de 20%. Donc l'importance des chiffres vous montre la prégnance de cette thématique. Et dans la culture qui est la nôtre, regardez par exemple la dernière Nuit des Césars. Quel est le film qui a été célébré? C'est La Nuit du 12, qui est l'histoire d'un féminicide qui n'a jamais été élucidé. Donc c'est la culture d'aujourd'hui, la culture dans laquelle nous nous trouvons, bien entendu. Alors, la situation des femmes aujourd'hui a beaucoup changé, mais il n'empêche que quand on regarde objectivement l'ensemble des faits, on voit qu'il se passe aujourd'hui dans notre culture, dans notre civilisation et dans le monde entier, dans d'autres régions, pire encore qu'en France ou en Europe, je pense à l'Asie en particulier. Vous avez tous présent à l'esprit sans doute la situation des femmes sous les talibans en Afghanistan, c'est aujourd'hui. Hein, donc, quand on est parfois choqué de certains propos de Pourra, il faut voir comment se conduit l'humanité de nos jours. Donc, dans la majorité des cas, encore aujourd'hui, les femmes s'acquittent des tâches ménagères, des soins donnés aux enfants, aux personnes âgées. Après une séparation, un divorce, elles assurent le plus souvent la garde des enfants. Elles sont souvent dans une situation de grande précarité. Et quand on interroge aujourd'hui pour savoir ce que les gens attendent le plus chez la femme, on voit que là, on se rapproche de Pourra. Qu'est-ce que les hommes, bien sûr, attendent des femmes? La chasteté, la sobriété, l'assiduité, la frugalité, l'attention à l'hygiène, la connaissance dans les affaires domestiques, un bon tempérament et enfin, bien sûr, la beauté, qui est un élément que l'on retrouve aussi chez Pourra, bien entendu. Donc, vous voyez que là, on se rapproche davantage de ce qu'est l'œuvre de Pourra, mais ça me paraissait important en introduction de repérer un petit peu les différentes
étapes de notre culture pour voir effectivement ce qu'il en était et que l'on comprenne bien comment on peut le situer. J'ai trouvé d'ailleurs un collage féministe à Périgueux en 2022. C'est tout à fait récent. Mais c'est une phrase provocatrice, sans aucun doute. Qu'est-ce que le féminisme, nous dit-on? Le féminisme est une théorie extrémiste qui considère les femmes comme des êtres humains. Vous voyez. Donc voilà, nous en sommes en 2022. Alors, le Trésor des Contes. Qu'en est-il? Le Trésor des Contes, disais-je, c'est l'œuvre d'une vie. Effectivement, l'édition de Pourra, c'est l'édition blanche de Gallimard, c'est 13 volumes, ce seront ce format-là. Ça, c'est la véritable édition, dont le premier tome a été publié alors que Pourra était déjà âgé, en 1948. Donc il a 61 ans quand il écrit le premier livre du Trésor. Il a déjà écrit Gaspard depuis très longtemps, puisque le premier tome, avec le prix du Figaro, le Château des Sept Portes, c'est 1922. Donc vous voyez que c'est très très loin dans le temps. Et puis, dans cette collecte, le dernier volume, c'est 1962. Et vous savez peut-être que Pourra est décédé en 1959, parce que les 3 derniers volumes sont des volumes posthumes à partir des documents qu'il avait assemblés. Alors vous connaissez peut-être aussi, peut-être surtout, l'édition qui a été faite par sa belle-fille Claire Pourra. En fait, il n'y a plus 13 volumes, il n'y en a plus que 7. Alors, c'est un très beau livre, hein, sans aucun doute, il est plus agréable, il est bien illustré, il a eu un succès commercial, et il y a du très bon travail, mais ce n'est pas le livre de Pourra, même si on retrouve tous les contes du Trésor, c'est-à-dire 948 contes quand même, hein, donc vous voyez l'importance de la matière, et en plus, elle a ajouté une 60aine de contes différents qu'elle avait trouvés dans les manuscrits. Donc, les deux éditions ont chacune leur intérêt, mais je préfère évidemment l'édition de Pourra lui-même, l'édition blanche de Gallimard. Sachez aussi qu'il y a beaucoup d'autres recueils de contes de Pourra, dont certains d'ailleurs ont un contenu qui est puisé dans le Trésor. Vous avez peut-être lu les contes de la Bûcheronne, au château de Flamboisie, contes des montagnes, 3 contes de la colère, la belle mignonne, contes sous la lisier, contes du précaré, contes du fraisier sauvage, contes du vieux temps, contes du temps de Noël, la queue du diable, etc. Autrement dit, la matière est effectivement très importante. Alors venons-en à l'essentiel. Comment parler de la vision de la femme dans le Trésor des Contes? Il faut bien reconnaître que depuis toujours, la femme a été un problème. La femme a suscité de multiples interrogations et les nombreux discours tendant à définir sa nature ou sa fonction témoignent de la permanence d'un certain nombre de thèmes récurrents, mais aussi de certaines contradictions. Tantôt on la présente comme une Ève tentatrice qui provoque le malheur de l'humanité, une vierge rédemptrice qui sauve l'homme parfois de sa triste condition. Bref, c'est un être ambivalent et compliqué. Il y a toute une tradition, parfois grivoise, qui la dévalorise. Alors que de mégère mal apprivoisée, elle se métamorphose parfois en séduisante déesse qui mérite les éloges les plus dithyrambiques. Donc, l'image oscille finalement entre l'expression des plus sévères condamnations et celle d'une admiration sans bornes, approches diverses qui montrent bien que la femme reste un problème majeur, non seulement pour l'homme, mais pour elle-même aussi. Donc, on retrouvera un peu tous ces aspects, bien entendu, dans le Trésor des Contes, qui est très varié et qui va nous permettre de nuancer parfois le portrait, même si le conte ne fait pas toujours dans la nuance. En fait, il y a un portrait stéréotypé des femmes dans le Trésor des Contes. Alors, venons-en justement à ce portrait. Que nous dit Pourra, que nous dit le conte de la femme, des femmes en général. Donc, je vais essayer de présenter maintenant, d'abord, l'importance des femmes dans le Trésor. Est-ce que c'est un sujet majeur, mineur, secondaire, essentiel? Eh bien, dans la note initiale du Trésor des Contes, on constate que les
conteurs sont d'abord des conteuses. Autrement dit, la femme est d'abord du côté de l'oralité. C'est souvent elle qui raconte les histoires, qui raconte justement tous ces contes que Pourra va mettre dans son trésor. On découvre une dentelière qui, en hésitant, retrouve l'histoire de Viravirel, une bergère qui garde ses vaches, une vieille femme un peu visionnaire. Et quand le souvenir d'une conteuse précise est présenté à travers le décor dans lequel elle vit, et qu'on fait le décompte, on se rend compte qu'on trouve 8 conteuses pour un conteur. Ce sont les femmes qui nous racontent des histoires, sans aucun doute. Mais les hommes prennent leur revanche. Vous savez bien, ils ont toujours un argument en réserve. Parce que quand on arrive dans les contes écrits, les contes publiés, à ce moment-là, ce sont les hommes qui sont les conteurs. Du côté de l'oralité, ce sont les femmes. Du côté de l'écriture, ce sont bien entendu les hommes. Pour l'essentiel, les choses changent, bien sûr, il faut nuancer tout cela. Mais Bernadette Bricou fait remarquer d'ailleurs que la nature des contes est différente selon que c'est une femme qui raconte ou un homme. Les conteuses sont plutôt du côté des contes merveilleux, romanesques, religieux. Et les conteurs plutôt dans le registre facétieux. On a beaucoup plus de plaisanteries, voire de caricatures, quand ce sont les hommes qui racontent. Puis le récit a une tonalité un peu différente. C'est ce qu'avait analysé Marie-Louise von Franz quand il s'agit d'une conteuse ou d'un conteur. Donc les femmes sont des conteuses. Jusque-là, il n'y a rien à dire, c'est plutôt un compliment d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup dans le trésor? Oui, on peut regarder d'abord au niveau des titres. Je vous ai dit, il y a 948 contes. Si on regarde les titres, ça donne une idée, le titre de ce que l'on attend dans le récit, dans l'histoire. Et elles apparaissent très souvent au cœur même de ces histoires qui vont structurer leur action. En première approximation, on résume déjà dans le titre parfois des éléments d'un portrait physique, moral, intellectuel. En effet, 13% des contes seulement désignent des femmes comme des héroïnes de récit. 13% sur les 948 que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est très inégalement réparti. Selon le volume que vous lisez, vous n'avez pas la même vision. En fait, il y a 2 tomes, c'est les 2 que j'ai amenés, qui sont surtout importants pour les images des femmes. C'est les tomes 3 et 13. Là, on a 30% de titres qui sont féminisés. Alors qu'il y en a d'autres où il n'y a pratiquement pas de femmes qui apparaissent, pas 5% par exemple dans les tomes 11, 12, 7 et 8. Il y a notamment un tome qui est Le bestiaire d'Henri Pourra, donc on parle plus des animaux que des femmes, même si parfois il y a des comparaisons entre les deux, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Donc quand on recense ensuite, au-delà des titres, toutes les références aux femmes sur l'ensemble du trésor, on s'aperçoit qu'on en rencontre dans 70% des contes. Donc s'il n'y avait pas le sujet des femmes, vous voyez que les contes seraient beaucoup moins nombreux, et en principe d'ailleurs beaucoup moins longs. L'examen des titres le laissait attendre, mais c'est encore plus vrai quand on regarde le contenu, bien entendu. Et souvent, ce sont des contes plus longs, d'ailleurs, quand les femmes interviennent. Donc, il est indéniable, et les chiffres que je viens d'évoquer le montrent, que la femme tient une très grande place dans le trésor des contes. Mais même s'il y a parfois des contes courts, ce sont souvent des contes plus longs. Autrement dit, il y a plus de choses à dire quand les femmes interviennent que quand elles n'interviennent pas. Alors, vous savez tous que la femme est, disait Aragon, l'avenir de l'homme, mais la femme, c'est l'avenir du conte aussi. Parce que s'il n'y avait pas les femmes, il nous manquerait effectivement tout cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Quel est le portrait que l'on retrouve dans le trésor des femmes? Il n'est pas toujours très nuancé, il va être parfois un peu dur, mais ce sont des choses que vous avez déjà entendues. Alors, portrait physique, portrait moral, portrait intellectuel. Le conte nous révèle d'abord, bien entendu, le portrait physique, très souvent stéréotypé, présenté d'ailleurs avec beaucoup de pudeur. C'est une des caractéristiques de l'ensemble de l'œuvre de Pourra d'ailleurs, et très différente de ce qu'on lit ou entend aujourd'hui.
mais que l'on retrouve bien. La nudité féminine n'a pas ici sa place, et lorsqu'elle est exceptionnellement mentionnée, elle apparaît dans une atmosphère de scandale que l'on tente d'étouffer, ou quand il y a un sein prudemment dévoilé, c'est sa fonction nourricière qui est mise en avant, et non pas sa fonction érotique. Alors, pour parler des femmes, évidemment, il y a beaucoup de belles femmes. Et le mot « belle » est celui qui revient le plus souvent pour les décrire. Parfois comme adjectif, d'ailleurs, parfois comme nom. Une mignonne, une jante. La beauté des femmes est souvent accompagnée d'un superlatif. Elle se définit aussi par les désirs qu'elle suscite. Alors là, il y a beaucoup de comparaisons. Dans le style de Porras, c'est très important. La comparaison, ça lui permet de faire rejaillir tout un univers de nature auquel il était très attaché. Les femmes peuvent être belles comme un soleil ou comme l'aurore. Les jeunes femmes peuvent l'être comme la rose blanche, une fleur de glaïeul. Je ne sais pas pourquoi le glaïeul d'ailleurs, mais bon, il avait un faible sans doute pour le glaïeul. Un petit bouquet, un bouton de rose, un perdreau même. Donc là, il y a une comparaison animale flatteuse. Mais de manière générale, c'est l'image de la femme fleur que l'on retrouve dans la plupart des contes. Une fille de roi qui était belle, belle, droite comme un jonc dans un pré, vermeillette comme la rose, resplendissante autant qu'un jour de Pâques. Des fois, les jours de Pâques ne sont pas resplendissants, mais enfin. Ce roi avait une fille si jolie qu'à la regarder, on perdait le boire et le manger. Donc la beauté peut être dangereuse aussi, et néfaste. Vous voyez les conséquences qu'elle peut avoir. Quand la belle apparut au bal, tous les flambeaux se sont éteints, tant la belle était belle. Parfaite en beauté, comme la reine du jeu de cartes. Donc vous voyez, c'est une référence, la reine du jeu de cartes. Plus belle cette fille que les fleurs du parterre, plus brillante et charmante que la tulipe, l'anémone, sous les feux de l'aurore. Si belle que d'elle il s'en est parlé aux quatre coins du monde. Ou encore, belle à trembler quand on la regardait. Ou même, c'est le vocabulaire religieux de Porras qui est souvent présent dans son œuvre, si belle que personne ne la regardait sans la bénir. Alors je ne sais pas si vous avez souvent été béni, les femmes, c'est un signe de beauté, sans aucun doute, qui apparaît ainsi dans le texte. Mais, bien sûr, la beauté ne dure pas toujours. Donc là, je vous ai fait des compliments, le conte, vous avez des compliments, mais il y a aussi d'autres images qui sont moins agréables, et notamment la vieillesse, parce que la vieillesse, ne l'a-t-on pas nommée l'enfer des femmes. Et donc, quand vous avez des femmes vieilles, évidemment, elles ont les marques de leur âge. Il n'est si belle rose qui ne devienne gratte-cul. C'est dans le conte. Donc, il faut s'attendre à tout. Et il y a aussi des sorts qui sont jetés. Il y a des métamorphoses. Par exemple, les méfaits de ces métamorphoses peuvent transformer la plus belle fille en un monstre chauve comme quelques rats ébouillantés. Donc, c'est moins ragoûtant. Ou portant trompe et queue de mule au milieu du visage. Victimes de ce sort malheureux, on a des femmes qui sont sans bras, sans mains, un long nez traînant jusqu'à terre, et même un groin de cochon. Mais vous n'en connaissez pas, sans aucun doute, qui mériterait ces qualificatifs. Vous voyez que le conte, en fait, est attiré par les paroxysmes. Soit la très grande beauté, soit la très grande laideur. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de demi-mesure. On rencontre très peu de femmes dont Porras nous dit dans un de ses contes, on en dit tout bonnement qu'elles peuvent aller à la messe avec les autres. Donc elles sont moyennes, ni très belles. Ça doit concerner pas mal de monde d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va encore à la messe, mais c'est un test que vous pouvez faire. Vous pourrez regarder effectivement autour de vous. Donc vous voyez qu'il y a aussi des critiques et des plaisanteries faciles pour décrire ces femmes. Au-delà de cette perception générale, il y a quelques éléments du corps qui sont plus développés, bien entendu, surtout le visage, évidemment, qui est souvent décrit avec les mêmes adjectifs.
le teint de ces dames est quelque chose de très important. Et du rouge au blanc, on a toutes les nuances qui apparaissent. Mais surtout, ce qui est mis en évidence, c'est un teint de lys et de rose. Donc ça, c'est aussi une forme de compliment, bien entendu. La rougeur est un signe de honte, souvent, d'une vie au grand air qui n'est pas valorisée. Et à travers le visage, dans le visage, il y a aussi surtout les yeux. Bien sûr, ça, dans toute la littérature amoureuse, vous savez que c'est des éléments essentiels. Belle brune, charmante brume, il n'y a de soleil et de ciel qu'en vos yeux. Une brune belle comme le soleil qui le regardait hardiment avec des yeux qui étincelaient. Ou même cette fille du diable qui avait des yeux plus brillants que des flambeaux. Mais les yeux, c'est aussi, par rapport au langage amoureux, un élément majeur. Dès que leurs yeux se sont croisés, ça n'a été fait pour jamais. Elle a donné son cœur à Pierre et Pierre lui a donné son cœur. Vous voyez qu'il y a de belles histoires d'amour dans les contes, sans aucun doute. Et le verbe qui revient le plus souvent, c'est le verbe briller. Avec le regard, qui est aussi un élément important de la communication. La chevelure aussi, qui est décrite. Alors, selon les tomes, il y a plus de brunes ou plus de blondes, ça dépend, mais finalement, tout le monde s'y retrouve. Hein, donc, les rousses sont très rares, mais dans la vie aussi, elles sont assez rares. Donc, le portrait physique, tel que je viens de l'esquisser, est aussi un indice du portrait moral. Le premier est un indice du second. Donc, en voyant la personne, déjà en regardant son corps, on a une idée de son cœur. C'est surtout vrai à propos de l'ensemble du visage, car les yeux sont le miroir de l'âme. On le savait depuis Platon déjà, hein, donc ce n'est pas une nouveauté. Mais aussi de l'ensemble du visage, on doit bien lire sur une figure ce que vaut le cœur. Donc déjà, vous avez une idée de la personne à qui vous allez avoir affaire, et ce portrait physique va nous donner un portrait moral qui n'est pas toujours un portrait élogieux, hein, vous l'avez compris bien entendu. On a même très vite la certitude, en lisant le Trésor des Contes, que les défauts des dames l'emportent largement sur les qualités. Donc vous n'êtes pas forcément d'accord, mais relisez le texte, je n'invente rien. Hein. Ne croyez pas que j'ai écrit ma propre vision sur les femmes, c'est le conte qui est responsable de tout cela. Parce que, vous ne le saviez peut-être pas, mais les femmes sont curieuses comme des chattes, méchantes comme la guenon, vaniteuses comme un dindon, fières comme un pou de brebis sur la queue d'un agneau. Les comparaisons ne manquent pas. Et là, c'est le registre animal, hein, c'est plus le registre floral que nous avions tout à l'heure. Alors, au premier rang de cette galerie souvent amusante se distinguent les commères, toujours à l'affût de la moindre anecdote à colporter et qui passent le plus clair de leur temps à médire de leur prochain. Elles sont incapables de conserver le plus petit secret. Et elles prennent un grand plaisir à divulguer tout ce qui tombe dans leur oreille, toujours aux aguets d'ailleurs, et ce qui provoque parfois des déboires inattendus. Le lieu de prédilection, c'est le lavoir, bien entendu. Le lavoir, c'est un centre d'information de première importance. Et parfois aussi à l'occasion l'Église, qui peut jouer le même rôle. Tel curé bien avisé d'ailleurs, propose d'utiliser les commérages des lavandières pour ne pas avoir à confesser tout un chacun, puisqu'elles lui auront dit par le menu les péchés de tout le monde. Donc c'est plus rapide, effectivement. Dans certaines périodes pré-pascales, ça peut aller effectivement plus vite. Tel brigadier, désabusé, tire une conclusion définitive de sa longue expérience en affirmant catégoriquement « Depuis 30 ans, j'ai arrêté bien des gaillards. Je sais qu'il y a une chose qu'on n'arrête pas et qu'on n'arrêtera jamais. Vous savez quoi? C'est la langue des femmes. » Donc, oui, elles sont des conteuses, elles parlent beaucoup, parfois en bien, parfois moins bien. Et elles ont parfois des propos assez acerbes, puisque de la simple médisance sans grande conséquence, on passe parfois à la cruelle méchanceté. Il ne fait pas bon tomber sous la langue de ces chattes en furie, de ces vipères, de ces démons, d'autant moins qu'elles maîtrisent difficilement leur mauvaise humeur naturelle et qu'elles deviennent absolument insupportables
lors des grandes occasions comme la lessive de printemps. Mais à la sortie de l'hiver, elles ont envie de se défouler, à l'évidence. Donc là, on en apprend de toutes. Mais même dans la vie ordinaire, on les rencontre souvent mal entendues, mal disposées, mal embouchées, mal gracieuses, pour le plus grand malheur de leur entourage. Et on parvient difficilement à savoir qui sera le plus têtu des femmes et des mules. Et cet entêtement s'accompagne de jalousie, de malice, d'envie, de vanité, de fierté mal placée. On pourrait difficilement rencontrer, me semble-t-il, une femme supportable. Et notamment la femme revêche. La femme revêche, dans notre tome 13, quand elle entrait en sa mauvaise lune, elle piquait par tous les bouts, comme un fagot d'épines. Pas d'enfant, pas de servante, tous ces piquants étaient pour le mari. Lui, il était brave homme, bien entendu, joyeux, simple, poussant droit, tâchant donc de tout supporter au long, au large. Mais ce n'était pas toujours facile. Donc, vous voyez que les hommes sont des victimes des femmes, nous dit le conte. Il n'empêche qu'elles ont des qualités, quand même. Oui, ça arrive, ça arrive. Il y a certains thèmes qui nous montrent qu'elles ne sont pas totalement dépourvues de qualité de cœur. Elles sont même, nous dit le conte, douces d'humeur, comme duvet d'oison sous la plume. Oui, c'est une belle image, quand même. Donc, il y a quand même des compliments. Ou encore comme un agnelé. Les femmes idéales savent aussi mener une maison et se bien comporter envers tout le monde. La bonté naturelle, la bonne volonté, le courage, la simplicité, la modestie leur attirent, quand ça arrive, la sympathie de tous. Elles ont parfois le cœur comme un monceau d'or. Elles se préoccupent plus de leur prochain que d'elles-mêmes. Elles se mettent toujours au service d'une noble cause. Et elles séduisent par une gaieté de bonne aloi et un cœur de madone. Donc vous voyez que là, vous pouvez vous consoler, il y a quand même dans les contes des propos qui sont très élogieux. Alors, quelques mots du portrait intellectuel, même s'il n'est pas très développé, et s'il est là aussi très ambigu. En fait, elles se distinguent parfois par des qualités d'esprit, et parfois, dans le Trésor, leur portrait intellectuel est séduisant, mais peu développé. Beaucoup moins que la beauté, dont je vous parlais tout à l'heure. Toutes les femmes ne sont pas aussi stupides que la femme bête. La femme, c'est le titre d'un conte, la femme bête. Si bête que les ânes briédaises à l'avoir passé. Donc, même les ânes en rigolaient. Et toutes n'ont pas imité la Jeanne des Caillades, qui, le jour où l'esprit pleuvait, s'était mise à l'abri sous son parapluie. Donc, vous voyez qu'on trouve aussi cet aspect. Mais Pourra reconnaît aussi parfois leur perspicacité, la pertinence de leurs interventions, et il y a une longue expérience à considérer ce qu'elles peuvent être. On parle même, plutôt que d'intelligence, de finesse. Mais la finesse peut devenir finasserie. Donc vous voyez comment on peut dériver. Malignité, abominable malice. On dira volontiers d'une femme de tête qu'elle en savait plus que le diable. Donc elle devient dangereuse si elle se met à réfléchir, effectivement. Même le diable va avoir peur d'elle. Satan nous dit, par exemple, qu'il a parfois été leur victime. C'est cotillon, c'est plus fin que le diable. Donc vous voyez comment on peut détourner l'image de l'intelligence vers la finesse, la finasserie. Donc, bêtise invétérée, intelligence diabolique, tout cela provoque bien sûr le rire, ou la crainte parfois, qui donne des femmes une image peu valorisante. Mais, ou encore la femme bête, c'en est une autre, mais il y en a plusieurs femmes bêtes. Remarquez, il y a aussi des hommes bêtes, je ne parle pas des hommes, mais on pourrait trouver aussi des propos. Ma grand-tante jurait que c'était vrai, qu'elle avait fait bouillir ses enfants pour les laver. Elle était de la Badin, au-dessus des roches de la Volpille. Donc c'est vrai. Donc, sans aucun doute, ça existe. Au lieu de faire la toilette des bébés, on les met. Il n'y a pas de machine à laver à l'époque, mais on les faisait bouillir quand même. Donc vous voyez à quoi il faut s'attendre. Mais la grande affaire des femmes, c'est quand même l'amour et le mariage. Des hommes aussi sans doute, mais c'est surtout les femmes qui se préoccupent de l'amour et du mariage. Donc l'amour se définit comme la grande aventure de la plupart d'entre elles, dans le Trésor, et par touches successives, on a un véritable code qui se met en place, sensible dès la première rencontre avec une illumination initiale, c'est le coup de foudre.
Dans le livre 9, par exemple, la fille du roi ne l'eût pas plutôt vu qu'elle aima tout de lui, jusqu'à sa chemise de chambre. C'était une passion débordante, sans aucun doute. L'amour s'exprime d'autant mieux aussi qu'il se dispense d'inutiles paroles. Il préfère utiliser le langage du corps que trop de mots qui sont parfois mal maîtrisés, qui peuvent être ambigus. Je le disais tout à l'heure quand j'évoquais les yeux, ils ne se parlaient pas, ils se riaient de tous leurs yeux dans le soleil. Ou encore, leurs yeux se disaient tout. Ils n'eurent pas besoin de paroles, ce furent leurs yeux qui se parlèrent. Et à côté des yeux, il y a aussi les mains. Et souvent, c'est la jeune fille qui prend l'initiative, qui met ses mains dans celles de son bien-aimé, et qui parfois l'embrasse. Mais il l'embrasse, entendons-nous bien, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le tient dans les bras. Hein. Donc, doucement, entre ses bras, la prise, un moment contre soi, la tenue embrassée. Donc, tenue dans ses bras, et lorsqu'il y a un baiser, c'est très rare, c'est un baiser très chaste, sur les joues, sur les deux joues même parfois. Alors là, on va un peu loin, hein, les deux joues, vous vous rendez compte. Donc, la force de cet amour va modifier les relations des êtres profondément, et en principe, l'amour va être valorisant, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'esprit, plus de beauté, même chez les femmes, quand elles sont amoureuses, que quand elles ne le sont pas. Mais l'amour suscite aussi jalousie, rivalité, parce que la passion est dangereuse dans cette société que l'on décrit. La passion va à l'encontre des règles établies par la société. Et dans les mariages, il y a toutes les catégories, mais il y en a certains qui sont plus nombreux que d'autres. En fait, l'image que l'on garde le plus volontiers du mariage, tel que nous le présente le conte populaire, c'est celle d'humbles bergères qui épousent des princes magnifiques et généreux. Ça arrive, mais c'est rare quand même. Il y a plus de bergères que de princes magnifiques et généreux, donc ça n'arrive pas souvent. Parfois, on a aussi de modestes manants qui, vainqueurs inattendus d'épreuves apparemment insurmontables, vont parvenir à devenir gendres du roi, ce qui, nous dit le conte, est la plus belle place du royaume. Donc, pour ceux, mais c'est une minorité, qui ont cette chance-là, le mariage est très réussi et très enviable. Mais le conte n'est pas toujours merveilleux, le mariage est aussi l'occasion de marchandages serrés, et notamment de la part des parents. Et pas seulement en Auvergne, il n'y a pas que les Auvergnats qui sont prêts à leur sous. Mais dans les mariages tels qu'on nous les raconte, on voit l'importance de cette thématique. En fait, dans la plupart des cas, on va chercher à se marier dans le même milieu, dans le même village, parce que il n'est pas toujours facile non plus, on ne voyage pas beaucoup à l'époque, hein, donc c'est dans le voisinage qu'on trouve son compagnon ou sa compagne. Et dans le trésor, ces mariages équilibrés, où, nous dit le conte, il n'y a pas de marche à monter ni à descendre. Donc on est dans le même milieu, il y a un équilibre, mais ce n'est pas la majorité, parce que ça ne fait pas le bonheur du conte s'il ne se passe rien, si tout est équilibré. Donc on va être plus attentif à d'autres cas de figure. Il y a quelques filles de rois qui épousent des princes bien sous tout rapport, 2 pauvres paysannes qui se marient avec des voisins aussi pauvres qu'elles, unissant la faim à la soif, la pauvreté à la misère. Mais le plus souvent, le conte préfère mettre en scène des différences de fortune qui vont susciter en général l'opposition des parents. Alors dans chaque milieu, sa propre situation sert de référence. Alors quand on cherche à se marier avec quelqu'un de plus riche, forcément le plus riche il se marie avec quelqu'un de plus pauvre. Donc tout le monde ne réussit pas dans ce marché, parce que le mariage est un vrai marché, hein, sans aucun doute. On dirait que ça existe encore aujourd'hui dans certains pays à notre époque. Hein. C'est pas que dans le 19e siècle tel que l'évoque Hourra. Donc chaque milieu a ses propres références et essaie de choisir le mariage opportun, mais tout le monde ne peut pas se marier richement. Quelques rares heureux y arrivent, épousant la princesse la plus fortunée, ou pour les milieux humbles, et ça c'est assez rare, une fille unique de 14 vaches. Alors là, dans un milieu pauvre, si vous trouvez une fille unique et si en plus elle a 14 vaches, là vous avez toute chance de réussir votre mariage, bien entendu. Et évidemment une dot, mais je pourrais vous lire un conte qui l'illustre tout à l'heure,
Une bonne dot devient un atout appréciable et convoité qui peut effacer bien des handicaps. Une fille trop petite grandit suffisamment quand elle a un sac d'écus sous les pieds. La richesse fait même oublier la bêtise ou l'âge un peu trop avancé. Et si, pour trouver un mari, il faut généralement aller à 7 noces. Et les noces étaient des lieux de rencontre, hein, évidemment, beaucoup de mariages se sont décidés à d'autres mariages précédents. Eh bien, quand on a 30 000 francs pour dot, une seule noce peut suffire. Donc vous n'avez pas besoin d'en faire 7, tout est équilibré. Alors on ne rencontre pas toujours le partenaire idéal, mais la chasse au mari doit bien prendre fin un jour. Et si on se montre trop exigeante, on va se retrouver vieille fille, qui est considérée comme une situation peu enviable et même méprisée de tous. Personne selette ne vaut pas tripette. Il y avait une fois une vieille fille, sèche comme un râteau, laide comme les 7 péchés capitaux, désagréable comme la gale. C'est dur de se marier quand on a toutes ces qualités, bien entendu. Donc, bon, une fois qu'on a réussi à trouver son conjoint, le mariage se fait très vite. En fait, c'est très très rapide. Le fils du roi a voulu que les noces se fassent et sans aucun retard. Donc, la cérémonie, c'est le lendemain, dans la huitaine. Par contre, il y a de grandes fêtes à l'occasion des mariages, des cérémonies. On a des repas planturés, des bals qui peuvent durer 3 jours au moins. C'était, dans le livre 13 là encore, de grandes noces. 7 jours, 7 nuits devaient durer. Donc là, c'est l'extrême, mais il faut bien mettre fin à la fête. Et après commence la vie commune. Donc, et ça va se précipiter très vite. Ça ne va peut-être pas être aussi facile qu'on avait pu l'espérer le jour du mariage. Même déjà, le jour du mariage, des fois, il y a quelques histoires. Donc, les meilleures choses étant, il y a une fin, dès que les festivités sont terminées, cette vie commune va définir les rôles de chacun. Alors, quelques contes nous disent qu'il y a parfois, dans certains mariages, une éternité de bonheur. Mais beaucoup d'autres vont mettre en scène des situations beaucoup plus compliquées. Et les femmes vont vivre de longues années d'une vie difficile. D'ailleurs, souvent, elles sont responsables. Hein. Il ne faut pas croire que c'est que la faute des hommes. Hein, on dit bien 12 femmes, 13 malheurs. 3 filles avec la mère, 4 diables contre le père. Donc, le père est aussi parfois la victime. Donc, on rencontre effectivement quelques histoires où l'amour résiste au temps. Les époux continuent à s'aimer, à s'aider à cœur plein, ainsi que doivent faire mari et femme. On rencontre même un ménage, un seul, un ménage où hommes et femmes ne se disputaient jamais. Donc, c'est possible, mais c'est quand même assez rare. Et donc, parfois, comme je le disais, à cause des femmes, et le mari, intéressé souvent au charme d'une vie paisible, peut céder facilement et prendre le parti pour être tranquille, de dire toujours ainsi soit-il et de se taire, hein, pour avoir la paix dans le ménage. Mais en adoptant une telle attitude, il s'engage irrémédiablement sur une voie trop dangereuse, parce que à ce moment-là, rien n'arrêtera plus la femme déchaînée qui, voulant tout gouverner, deviendra une mégère impossible. Donc, il faut aussi qu'il puisse résister. Les situations les plus fréquentes, considérées comme normales, montrent que les femmes sont donc les premières victimes, en général, de leur mariage. Si elles épousent un ivrogne ou un jaloux, leur vie devient vite un calvaire. Et si, par chance, elles évitent cette situation extrême, elles doivent s'attendre aussi à être régulièrement battues. Alors oui, on parle beaucoup aujourd'hui des femmes battues, mais je vais vous dire quelques textes qui sont dans le conte, excusez-moi mesdames, mais c'est le conte qui le dit, et le conte avait une valeur éducative. Hein, donc vous allez voir de quelle éducation il s'agit. La femme est tout comme la faux. Plus on la bat, plus elle vaut. Donc, c'est un compliment finalement, hein, puisque la faux est un outil important. Donc le conte abonde en formules de ce type pour décrire une situation, mais sans dénoncer le scandale de la femme battue, encourageant au contraire une telle situation et en soulignant
les avantages, parce que tout va mal quand la poule chante plus haut que le coq. Donc il faut qu'elle sache se taire, vous l'avez bien compris. Et il faut remettre un peu d'ordre à tout ça pour le grand bien de la femme elle-même, qui se doit d'apprécier les mérites de ce que discrètement le conte appelle aussi un bon époussetage. Et si par malheur un mari arrivait à la Saint-Sylvestre sans avoir battu sa femme, il devrait vite s'y mettre au plus tard l'après-midi. Car, nous dit le conte, il ne faut pas laisser finir l'année sans que la femme ait été battue. Donc, bon, si vous y avez échappé pendant quelques jours, vous n'y échapperez pas à la fin, bien entendu. Et le juge, qui était appelé dans un conflit familial, ajoute quand même dans le tome 4, il faut battre les femmes, mais il y a mesure à garder. Donc, il ne faut quand même pas qu'elles en meurent. Hein, donc, il faut être raisonnable. Et parfois, on peut trouver des cas exceptionnels où c'est la femme qui bat son mari, comme elle aurait pu faire de quelques chemises sales sur son banc de laveuse à la mare. D'ailleurs, je soupçonne que ce sont des féministes qui ont choisi l'image illustrant la conférence d'aujourd'hui, parce que c'est absolument pas objectif. C'est la présence d'un homme, vous l'avez vu sur l'affiche, hein, à quatre pattes. Hein, il est tenu par la bride par une femme qui a un fouet à la main. Vous vous rendez compte? Ça existe. Je pourrais vous lire pour finir le conte qui est illustré ainsi par cette affiche qui est très belle au demeurant, mais qui n'est pas objective, sans aucun doute. Donc, moins nombreuses que les femmes battues, il y a aussi les femmes trompées, qui ne se plaignent d'ailleurs. Il y a une très grande diversité. Diversité, c'est ma devise, disait ce bon La Fontaine. Cependant, la diversité ne doit pas voiler aussi la permanence de quelques orientations dominantes. Et dans la variété même des contes recueillis par Henri Pourrat, on voit bien qu'on a un portrait pluriel finalement, même s'il y a un certain nombre d'axes qui dominent et sur lesquels j'ai eu l'occasion d'insister. En fait, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la logique du conte. Pour que le conte existe, il faut aussi raconter les histoires et les raconter d'une certaine façon. Les préoccupations littéraires et ethnologiques, structurales, sociologiques parfois, s'enchevêtrent pour nous livrer tout un enseignement. Le conte a valeur éducative. Et Pourrat aimait rappeler avec insistance cette fonction pédagogique de ces contes populaires, leur valeur de formation. Il formule de nombreux préceptes. Ils indiquent tous ces contes à chacun comment il convient de se conduire dans une situation donnée. Ils assurent la cohésion du groupe en condamnant toute tentative de déviation, en favorisant un immobilisme qui incite chacun à rester à sa place. Donc, dans une telle société, l'importance des femmes est parfois clairement reconnue, mais elle doit s'inscrire dans un ordre du monde immuable qui les désavantage considérablement, mais contre lequel elles ne doivent pas essayer de se révolter. Et d'ailleurs, malgré quelques tentatives isolées ou des récriminations sans suite, elles ne le font pas en général. Elles restent étrangères à tout esprit féministe qui revendiquerait une libération quelconque. Mais c'est la société de l'époque, hein, plus du 19e d'ailleurs, Bernadette Bricot le rappelle, somme, en parlant du trésor, c'est une somme exceptionnelle sur la culture paysanne au début du XXe siècle, nous dit-elle dans le cahier 6, justement. Alors ce discours, toutefois très habilement modulé, visant à enfermer les femmes dans un cadre déterminé et à leur imposer une conduite clairement définie, même s'il est accepté et intégré par les femmes elles-mêmes, doit cependant reconnaître aussi implicitement ses propres limites. Car il y a des fois des femmes différentes qui débordent ce schéma général et très présent dans les contes. Parce que, à côté de ces bonnes ménagères, de ces épouses fidèles, modèles qu'on rencontre parfois, de mères attendries, nous rencontrons aussi des femmes beaucoup moins dociles, qui sont même plus des femmes, ou pas tout à fait des femmes, ou qui ont déplacé leur rôle, qui ont essayé de s'en détacher. Et à côté de ces femmes-là, on a des femmes moins dociles et surtout de mystérieuses créatures, qui ressemblent aux femmes, mais qui n'en sont pas vraiment, et qui sont un vrai danger pour l'homme et la société.
Le monde de l'ombre, le monde du surnaturel, voisine avec l'univers familier, et il vient modifier les règles apparemment les mieux établies. Les ogresses, par exemple, prennent grand plaisir à manger les petits-enfants. Les diablesses ont partie liée avec le royaume du mal. Les redoutables sorcières pratiquent souvent la magie noire. Et les fées mystérieuses, elles séduisent par leurs longs cheveux blonds, mais elles ne se mettent pas toujours au service du bien. Et à ce merveilleux païen, Pourra, qui était très chrétien, vous le savez, ajoute aussi un merveilleux chrétien qui est dominé par l'image de la Vierge Marie, qui revient très souvent, non seulement dans le Trésor des Contes, mais dans la plupart de ses œuvres. Donc, vous voyez que on voit là un autre univers qui débouche sur autre chose de plus mystérieux, de plus inconnu, qui peut faire peur, effectivement, et qui offre au conte tout un autre avenir à explorer, alors qu'il s'agit, au contraire, de